et bienvenue dans votre journal Je 7 Estras. Au programme aujourd'hui, les usagers ne sont plus obligés de porter le masque dans les transports en commun. Nous sommes allés prendre la température à Strasbourg. Vous allez voir, les avis sont plutôt partagés. Et ce matin, nos équipes se sont rendues à la cérémonie d'inauguration des nouveaux Stolperstein. Des dizaines de personnes y étaient rassemblées en mémoire des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale. Et pour finir, en deuxième partie du journal, nous retrouverons comme tous les jours Hugo Reiner en direct des internationaux de Strasbourg. Le président de la République Emmanuel Macron a choisi à l'instant le Premier ministre et ça sera une Première ministre. Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail, a été choisie au poste du chef du futur gouvernement. Une information France Info. Et vous l'avez peut-être remarqué, à partir d'aujourd'hui et dans toute la France, les masques ne sont plus obligatoires dans les transports en commun. Léo Valory et Nicolas Feck se sont rendus dans les tramways strasbourgeois pour savoir ce qu'en pensent les usagers. Le visage des voyageurs peut à nouveau être aperçu dans les transports en commun. Une fin du port du masque qui rime avec libération pour certains. Moi personnellement ça m'arrange parce qu'en ce moment il faisait chaud et de toute façon on avait besoin de le porter dans plein de lieux en public où il y avait plein de monde, donc je pense plus que c'était utile de le porter dans les transports en commun, ça avait plus trop de sens. On est libérés, on a plus ce masque qui nous touchait. On est bien. Beaucoup d'autres usagers continuaient pourtant de le garder ce matin. Le virus représente toujours une crainte. Je suis vaccinée 3 fois, j'ai pas eu le Covid et quelque part je continuerai à porter le masque dans les transports. Les gens qui sont un peu âgés aussi, c'est mieux qu'ils le portent. Ouais, c'est mieux qu'ils le portent. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui se sentent touchées, que des personnes ne portent pas le masque. Le port du masque reste toutefois recommandé pour les personnes positives au Covid durant les 7 jours qui suivent leur période d'isolement, ainsi que les cas contacts et les personnes vulnérables. Et mauvaise nouvelle pour les magasins Lidl. Le site gouvernemental Rappel Conso a émis une fiche demandant de ne pas consommer les baguettes commercialisées. Les produits concernés sont les baguettes aux céréales vendues entre le 3 et le 13 mai dans tous les magasins de l'enseigne Lidl. La cause, une possible présence de métaux dans la nourriture. Et aujourd'hui, une trentaine de personnes ont assisté à la cérémonie d'inauguration des nouveaux Stolperstein. Ces pierres commémoratives rappelant le passé des familles juives lors de la Seconde Guerre mondiale. Robin Nebrand et Emma Kuhn se sont rendus sur place pour l'occasion. Ce matin, ce sont 7 pavés qui ont été présentés aux 5 allées de la Robertso, dernier domicile des deux familles juives H et Weil. Plusieurs discours émouvants ont été prononcés en mémoire des victimes. Représentants d'associations et descendants de la famille H se sont succédés. De même que la famille Weil, par le convoi 53, parti de Drancy le 25 mars 1943. C'est particulièrement important pour moi de venir aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde dangereux, est un monde révisionniste, où on a tendance à transformer l'histoire. Stolpersteine est le pluriel du mot allemand Stolperstein qui signifie obstacle, mais que l'on peut traduire littéralement par pierre sur lesquelles on peut trébucher. La face supérieure est recouverte d'une plaque en laiton qui rappelle le souvenir d'une victime du nazisme. Et c'est l'artiste allemand Günther Demnig qui a eu l'idée d'encastrer ces pierres dans le trottoir devant le dernier domicile ou le dernier lieu de travail des victimes. J'ai pu ramener de Berlin directement de l'atelier de l'artiste les Stolperstein de la famille Weil. C'est plus de 70 000 Stolperstein qui ont ainsi été posés depuis 1993 dans 23 pays européens et en Argentine. À Strasbourg, ils se trouvent dans tous les quartiers, de la gare à la Robertso ou encore de la Neustadt à la Petite France. L'association Stolperstein 67 s'occupe de tout. Et donc on déploie ces installations de pavés de la mémoire sur différents sites, donc dans des communes, des villages et des villes d'Alsace, y compris donc à Strasbourg, capitale. Aujourd'hui, la ville compte 45 Stolperstein. Une autre série d'installations est prévue le 18 juillet qui fera grimper ce nombre à plus de 70. Et un délai supplémentaire a été accordé pour les résidents du squat rue de Bourgogne à Strasbourg. Cet immeuble situé dans le quartier de Lameno est occupé par des sans-abri, principalement réfugiés depuis décembre dernier. Après une plainte du propriétaire demandant leur expulsion, le tribunal judiciaire de Strasbourg a décidé de repousser sa décision au 29 juillet. Et je vous en parlais hier, chaque printemps a lieu le festival du jardinage. Alors avoir la main verte peut être inné pour certains, mais parfois pour d'autres c'est plus compliqué. Dans tous les cas, cet événement a su conquérir le cœur des Strasbourgeois. Antoine Richer et Nicolas Feck se sont rendus au square Louise Weiss. Regardez. Le temps d'un dimanche, le square Louise Weiss s'est transformé en festival du jardinage.
les producteurs et jardiniers locaux ont pu transmettre aux visiteurs les bons gestes pour éviter le gaspillage. Et surtout, ça permet au public d'aller les voir et peut-être de créer des moments d'échange, d'en savoir plus. Et c'est vrai, le mois de mai est une belle saison justement sur la reconnaissance des végétaux par exemple, et pourquoi pas sur la cuisine sauvage. De nombreux passionnés ont pu être conseillés à travers ces moments conviviaux. Des toitures mieux végétalisées, une meilleure préservation de la biodiversité, tous ces thèmes ont été abordés. Donc on est là pour répondre aux questions des gens qui ont déjà un projet Strasbourg ça pousse, en termes de plantation, quoi planter, comment entretenir, ou répondre à des gens qui seraient intéressés pour créer des nouveaux espaces végétalisés. Dialogue et transmission sont les maîtres mots lors de ce festival. Un des objectifs, réduire le gaspillage alimentaire. Acteurs et consommateurs engagés, c'est le monde dans lequel veut vivre l'association Les Retoqués. Pour ce faire, recettes plus saines et plus durables sont au programme. L'objectif, c'est de parler de gaspillage alimentaire, de leur montrer l'impact que ça a sur notre quotidien, l'argent, etc., qu'on dépense pour rien. Après, il y a aussi un échange de trucs et astuces, comment faire surtout pour ne moins gaspiller. Ce week-end a permis de nombreux échanges fructueux, dans une période où tout le monde cherche à mieux comprendre et mieux gérer son espace vert. Et après les ponts couverts, on retrouve aujourd'hui Mathilde Vaux au pont du Faisan, un pont bien connu des amoureux qui y accrochent leur cadenas, mais pas que. Notre promenade continue dans le quartier de la Petite France où se trouve le pont du Faisan. Les Strasbourgeois l'appellent plus communément pont tournant car il est doté d'un système permettant de laisser passer les bateaux. On en saura plus avec le reportage d'Antoine Richet. Le pont du Faisan est bien connu des touristes puisqu'il a la particularité de tourner sur lui-même. Pour laisser passer les bateaux-mouches, il s'ouvre environ une 50aine de fois par jour. Mais à l'origine, le pont du Faisan n'était qu'une simple passerelle. Il a toujours fait partie intégrante du paysage de la Petite France. Le pont du Faisan a subi de nombreuses modifications depuis le Moyen-Âge, notamment au niveau de son nom. Ce pont a un nom différent de celui qu'il avait au Moyen-Âge. Alors le pont du Faisan, actuellement, reprend le nom d'une enseigne brassicole qui se trouvait à proximité, la brasserie du Faisan. Mais au Moyen-Âge, on l'appelait Esselsteg en alsacien, qui veut dire la passerelle aux ânes. Parce qu'en fait, il était tellement étroit qu'il n'y avait qu'un âne qui pouvait passer. Au XIXe siècle, le pont du Faisan posait bien des soucis. Les parties fixes qui relient la place du Moulin et la rue du Bain-aux-Plantes permettaient aux charrettes de passer. Problème, la partie centrale étant trop étroite, cela empêche le passage de bateaux avec un gros gabarit. Au XIXe siècle, il faut donc envisager un pont qui puisse être hybride, donc qui puisse être à la fois bas et haut. Pour ce faire, en 1834, les ingénieurs imaginent un pont avec un pont-levis intégré. Donc vous avez de part et d'autre des rues les amorces du pont, à même la rue, et au centre, un pont-levis qui se lève en cas de passage de bateau et donc qui résout ce problème. Le pont du Faisan est situé dans l'un des plus beaux quartiers de Strasbourg et offre par la même occasion les plus belles vues. Merci Mathilde et à demain. Et on continue le journal aux internationaux de Strasbourg. Hugo Reiner est sur place comme tous les jours et vous verrez, le temps ne lui a pas facilité la tâche aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui Camille, même si ça ne se voit pas derrière moi, il fallait sortir le parapluie ce matin. Résultat, les matchs ont pris légèrement du retard avec au programme 4 Françaises sur les cours aujourd'hui et la belle surprise d'Océane Dodin qui élimine la Croate Anna Koniu dans un match disputé en 3-7. Pour les 3 autres tricolores, en ce moment, Carole Monet joue juste ici sur le court principal face à la Belge Elise Mertens. Malheureusement, elle vient de perdre son premier set. Et pour l'autre Française, Diane Paris, gros défi pour elle puisqu'elle affronte en ce moment Angélique Kerber, 22e mondiale. Et enfin, Julie Gervais, notre invitée hier, tente un nouvel exploit en ce moment même contre une top 50 mondiale, Sasnovic. Grâce à notre rubrique Un jour, une règle, Anne-Sophie Fels continue d'arpenter les allées du tournoi pour répondre aux questions du public. Et il y a quelques jours, Alistair avait une petite question sur la météo. Et ça tombe bien, puisque ce matin, il y avait une pluie matinale. Écoutez. Comment on fait quand il pleut ? Facile, s'il pleut, on ne joue pas. Eh bien oui, si les joueurs disputaient un match sur une terre battue mouillée, ils glisseraient et abîmeraient le terrain. Alors évidemment, on aurait pu dire comme d'autres sports, pourquoi on ne met pas des crampons, comme au foot, comme au rugby.
Ben oui, mais si on met des crampons, on abîme le terrain. Donc il y a beaucoup plus de faux rebonds. Il faut se rapprocher d'une surface telle que le tennis de table. La surface est lisse, elle doit rester le plus lisse possible. C'est la raison pour laquelle on arrête le jeu, ou alors, comme dans les tournois internationaux, on place des bâches le temps que la pluie s'arrête. Et dès que la pluie est arrêtée, hop, on range tout ça et on recommence. L'idéal, évidemment, mais ça, c'est que quelques grands clubs des grands tournois internationaux, c'est d'avoir un toit couvert, comme Roland-Garros, maintenant, le central de Roland-Garros. Et malheureusement, comme vous le voyez derrière moi, la pluie est venue gâcher la fête aux internationaux de Strasbourg aujourd'hui. Les premiers matchs de la journée ont dû être suspendus. Mais en tout cas, nous, on se retrouve demain sous un meilleur temps pour la suite de notre rubrique Un jour, une règle. Alors à demain. À mes côtés ce soir, un pilier du tournoi, quasiment 25 ans qu'il est bénévole ici aux IS. Il gère une équipe d'une centaine de personnes. Bonsoir, monsieur Andreas. Bonsoir. Même avec votre expérience, j'imagine que ce n'est pas toujours facile de gérer une équipe de cette ampleur. Non, c'est pas facile de gérer des bénévoles. Ça mérite un autre management que des salariés. Et c'est ce que je dis régulièrement. Gérer des bénévoles, ça nécessite un petit peu de doigté. Voilà. Et après ces longues années, vous êtes très bien placé pour juger l'évolution du tournoi. Quel avis justement sur cette belle évolution? Alors ce tournoi, je le connais depuis sa création en tant que joueur. Je l'ai suivi naturellement comme joueur. Et il y a à peu près 23 ans, quand la Ligue était propriétaire de ce tournoi, ils ont fait appel à moi et à un ami pour reprendre la direction du tournoi. Et nous avons géré le tournoi durant 8 ans, jusqu'à ce qu'une décision a été prise au comité directeur de la Ligue de vendre le tournoi. Et c'est la Fédération française de tennis qui avait racheté le tournoi. Puis ensuite, la société de Denis Négelen, qui était la société Quarterback, a racheté donc ce tournoi et depuis le gère. Et maintenant, 2022, c'est une année très spéciale pour vous, parce que je crois que c'est la dernière dans ce rôle. Alors, c'est une année très spéciale. Alors, c'est pas tout à fait la dernière. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai demandé en fait de mettre un petit peu quelqu'un à côté de moi. Cette année, j'ai réussi à avoir une personne qui s'appelle Claude Violent qui est à mes côtés, donc pour en fait gérer avec moi toute la partie bénévole et la partie logistique. Et puis, on va faire un bilan à la sortie de ce tournoi-là. Et je pense que s'il reprend effectivement l'année prochaine, je resterai encore à ses côtés, mais c'est lui qui pilotera. Et je resterai encore une année à ses côtés pour qu'il reprenne bien ses marques. Et vous n'êtes pas trop nostalgique pour l'instant, ça va? Non, je baigne dans le bénévolat depuis 50 ans. J'ai aujourd'hui d'autres missions. Je suis président du comité départemental de tennis. Je suis à la Ligue du tennis, à la Fédération française. Je gère un club de tennis, donc j'ai beaucoup d'autres activités. Et donc c'est vrai que ça va me peser de lâcher les IS, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Et donc vous allez avoir beaucoup de mal à couper totalement du monde du tennis, j'imagine. Non, je ne couperai pas du monde du tennis, ça il est certain, mais je vais effectivement laisser un certain nombre de missions, mais je resterai naturellement, je suis encore joueur de tennis, je joue encore dans mon club, donc non, le monde du tennis, je continuerai à le suivre. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce rôle justement de responsable des bénévoles ? Alors ce qui est le plus compliqué, c'est en fait d'avoir le feeling pour gérer en fait une équipe. Alors j'ai de la chance d'avoir des responsables dans chaque groupe. J'ai aujourd'hui 5 groupes qui est divisé donc sur les bénévoles, que ce soit les chauffeurs, l'accueil joueuse, les gens qui accueillent le public, les gens qui placent. Donc en fait, j'ai aujourd'hui vraiment des gens qui sont avec moi depuis longtemps pour gérer. Après la gestion des bénévoles, il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, et qu'on ne fasse pas d'impair sur un certain nombre de décisions. Et justement, ils viennent d'où ces bénévoles? Qui sont-ils? Ils reviennent souvent chaque année ou il y a un renouvellement fréquent? Alors, j'ai une chance inouïe et j'espère que ça puisse continuer. 80% des bénévoles qui sont aujourd'hui sont des bénévoles que j'ai connus il y a 20 ans, qui étaient des bénévoles qui en fait sont venus pour la Ligue d'Alsace et que j'ai réussi à garder. Et quand la Fédé a repris le tournoi, ils sont venus avec moi. Et depuis que Denis a repris le tournoi, ils sont restés avec moi. Donc on a aujourd'hui encore au moins entre 70 et 80 personnes qui étaient déjà là il y a 20 ans. Eh bien, merci beaucoup, Andreas. Alors, on vous souhaite un bon dernier ou avant-dernier tournoi en tant que responsable bénévole. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.
C'est tout pour la partie IS, mais on se retrouve même heure, même place demain. Mais avant, les prévisions météo avec Camille. Bonne soirée. Merci Hugo et à demain. Après cette journée pluvieuse, le beau temps sera à nouveau au rendez-vous. Le soleil sera présent tout au long de la journée de demain. 19 sont prévus dans la matinée et 27 dans l'après-midi. Des températures bien au-dessus des normales de saison. Côté vent, il restera calme pour cette première journée de 8e de finale. C'est la fin de votre JT Je 7 Estras. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30. Passez une très bonne soirée.